pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Et l'Union européenne a formellement adopté une nouvelle série de sanctions à l'encontre de Moscou et a menacé de sanctionner davantage la Russie qui n'est pas parvenue à un accord de trêve avec l'Ukraine. Cette 17e série de sanctions met à l'index près de 200 nouveaux pétroliers de la flotte fantôme russe afin de limiter la capacité de Moscou à exporter du pétrole. Le Royaume-Uni a également annoncé de nouvelles sanctions de grande ampleur visant les secteurs militaires, énergétiques et financiers russes. У нынешней Украины, которая, всем известно, нам предельно не нравится, я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, есть, тем не менее, последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие. Поэтому Россия об этом неоднократно говорила. Мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировали. Oui, bonjour mes chers abonnés. Eh bien, écoutez, c'est la revue de presse numéro 514 du 21 mai 2025. Alors, nous allons parler un peu de l'Ukraine, mais beaucoup de la Roumanie quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne lecture. Bienvenue aux abonnés, aux nouveaux abonnés de ma chaîne principale. À bientôt. Au revoir. But I want to move to Ukraine because we heard the conversation that the president had with Vladimir Putin, the phone conversation where Putin didn't agree to any meaningful negotiation that would end this war in Ukraine. As President Trump has admitted, Vladimir Putin is taking him for a ride. Now, we have a bipartisan bill in the Senate that's led. The House members are ready to take this up on a discharge petition if we pass it out of the Senate. How much longer until we rein Putin in? And are you prepared to support that sanctions bill that Graham and Blumenthal and 78 other members of the Senate support? Well, let me answer your last question first, and that is about the bill. We obviously can't control what Congress does, and we've told the Russians this. Not now, 6-8 weeks ago. I believe, Senator Shaheen, you were involved in a conversation that made it clear to the Russians what would happen if there was no progress made. And that's been repeated multiple times. I would also make this point, and it's important. Every single sanction, not one sanction has been lifted on the Russians. Every single sanction that was in place under the previous administration remains in place. So this idea we've given up leverage, well, the only we have the same leverage today we had under the previous administration. Well, Mr. Secretary, I would argue that the leverage that we've given up is taking NATO membership off the table, taking away a commitment to continue to help the Ukrainians with intelligence sharing and with military equipment and arms that they need to help fight this war. Well, that continues. There was a pause for 1 week. All of that was restarted. That was intelligence sharing, though, but it doesn't cover the equipment and arms. Oh, absolutely. That program has not been rescinded. They continue to receive armaments from the United States. To fund what the Ukrainians need as the president, and are you prepared to pass another supplemental bill to support them? Well, that's a different decision. That's a different question. That's not up for me to decide. The White House would have to make a determination about whether to come to Congress for a supplemental. But everything that's been approved and congressionally appropriated is ongoing. In fact, to the extent that the Ukrainians have asked for anything additional, what they've asked for is air defenses, Patriot units, which frankly we don't have. But we are working closely with our NATO allies. There are NATO allies that do have some batteries of Patriot missiles that they could provide or transfer over to the Ukrainians to defend, for example, the airspace of Kyiv and other places. And we've been encouraging in that front and working alongside our partners there to get deliveries of some of these systems. As you can imagine, none of these countries want to give up their Patriot systems either. But we can't make them fast enough, and part of the challenge we have in Ukraine is that munitions are being expended substantially faster than the ability of the broader West, not just us, but the West, to produce them. Now, that said, on the issue of Ukraine, here's what we can all agree on. There is no military solution to this crisis. Right. It will have to end in a negotiated settlement. And the fundamental challenge we have in Ukraine is this. Russia wants what they do not currently have and are not entitled to, and Ukraine wants what they cannot regain militarily.
And that's been the crux of the challenge. I don't disagree with that at one level, but on the other hand, what Vladimir Putin is doing now is playing for time, and he's playing this president like a fiddle. And the longer he plays it, the more opportunity he has to gain territory in Ukraine, and the harder it's going to be to get him to the table. What we need to do is to put pressure on Vladimir Putin in every way we can to ensure that we can get them to the negotiating table. Well, I disagree with this playing with a fiddle analogy, because the truth of the matter is when Vladimir Putin woke up this morning, he had the same set of sanctions on him that he's always had since the beginning of this conflict, and Ukraine was still getting armaments and shipments from us and from our allies, and the European Union is about to impose additional sanctions, and the U.S. is looking for no Patriot batteries to be able to transfer from other NATO nations into Ukrainian hands. And what the president's trying to do is end a war. He's trying to end a bloody, costly war that neither side can win, and people are dying every single day. And so, but this notion that I don't, what has Putin gained throughout this? He hasn't gotten a single concession. He hasn't gotten a single sanction lifted. And the more time he gets without additional pressure on Russia, the more incentive he's got to continue to gain territory and continue. Est-ce que vous pensez finalement que Trump, de par sa gestion, aggrave la situation dans le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en matière de guerre commerciale, ou bien considérez-vous que l'ensemble du terrain était miné au préalable et qu'il cherche à déminer, alors quitte à ce que des fois ça saute sous ses pieds, mais cherche-t-il au moins à déminer? Oui, je trouve que votre formule est très pertinente. Le terrain a été miné et le déminage, comme on sait, est un art périlleux. Alors effectivement, pour ce qui est de l'Ukraine, je crois qu'il est en train de réfléchir pour déterminer s'il va se retirer des négociations, tout au moins apparemment, parce que il faut bien voir que en diplomatie, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et il y a constamment des canaux de conversation qui ne sont pas visibles du public et par lesquels passe l'essentiel. Et ce qui est visible du public, c'est le spectacle, ce sont les gesticulations, ce sont les mises en scène. Et je crois que Trump est déterminé à poursuivre avec Moscou des négociations pour réorganiser les relations internationales sur d'autres bases que celles de l'État profond américain. Et quant à l'Ukraine, il sait que son électorat n'est pas, contrairement à ce que l'on dit, n'est pas spécialement préoccupé par l'Ukraine. Donc, il sait qu'il peut en quelque sorte, dans une certaine mesure, abandonner l'Ukraine à son sort sans que son électorat s'en émeuve particulièrement. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour Israël. Son électorat a une forte composante évangéliste et les évangélistes, qui sont des millions aux États-Unis, sont le soutien le plus important à Israël. Au-delà de la minorité juive diasporique des États-Unis, qui est en réalité numériquement très faible. Il y a les évangélistes, qui sont plusieurs dizaines de millions, et qui alors eux considèrent la terre d'Israël comme la terre biblique et la terre des évangiles et le berceau donc des religions juives et chrétiennes. Et eux sont très attachés à la protection d'Israël. Donc je crois qu'effectivement, concernant Israël, Trump ne peut pas s'en détourner complètement, loin de là, c'est sûr. Mais pour ce qui est de l'Ukraine, c'est différent. L'Ukraine, je crois que Trump se pose surtout la question de savoir s'il va
couper la couverture satellitaire qui livre les informations essentielles à l'armée ukrainienne pour faire face à l'armée russe, et s'il va maintenir les fournitures d'armes. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса. Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом. Si vous voulez, on est en fait, et je terminerai là-dessus, on est vraiment dans le désastre que nous avons nous-mêmes engendré par nos mensonges. C'est-à-dire que on ne peut même pas, on prétend aider l'Ukraine, on prétend vouloir la paix, on prétend vouloir une paix juste et durable, mais en fait, on ne veut pas reconnaître, nos responsabilités dans cette guerre, donner les conseils qui seraient les bons à donner à un pouvoir ukrainien dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et donc, on se sert de l'Ukraine pour essayer de ne pas perdre la face, comme d'habitude. Là, il y a eu un commandant de brigade, un major qui a quitté, qui a démissionné en Ukraine. Et il y a 2-3 autres cas comme ça. Et ça, c'est quand même très important. On en parle très très peu, je pense, sur les chaînes des grands médias français. Hein. Mais cette personne faisait partie d'une des brigades. Il commandait une des brigades les plus importantes ukrainiennes. Il a donné sa démission et il a expliqué sur Facebook qu'il ne tolère plus ces ordres qui ne mènent à rien. De s'attaquer sur Koursk alors que Koursk est déjà perdu, où ils ont perdu énormément d'hommes. Donc ça c'est important et ça pourrait présager de quelque chose de supplémentaire. Peut-être que si ça peut se répéter, ça pourrait aussi, accélérer la fin de cette guerre. Parce qu'effectivement, si les Russes doivent se battre jusqu'au bout, même pour prendre le Donbass, évidemment, ça va prendre pas mal de temps, parce que vous avez des villes comme Slaviansk, comme Kramatorsk, je lisais même ce matin, qui sont complètement barricadées, fortifiées depuis plus de 10 ans. Donc, les Russes sont méthodiques, ils vont y aller, ils vont encercler, ils vont se préparer, mais c'est pas des choses qui se font même sur une période de mois. C'est des choses qui prennent le temps, et ils ont le temps. Le négociateur en chef, la semaine dernière, là, en Turquie, il a dit, nous avons le temps. Combien de temps est-ce que vous avez? Nous avons le temps. Nous pouvons passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous avons fait la guerre contre les Suédois pendant 21 ans. Donc, combien de temps vous voulez? Nous avons tout le temps qu'il faut pour arriver à nos objectifs. Donc ça, je crois que c'est un message qui a quand même choqué un petit peu parce qu'il a été repris dans tous les médias. Shots, chiefs of defense, there is a tasking group, a coalition of the willing, and they're working with in the lead of the British and the French. They're working a plan, and they're working very closely together. We're pretty much there, so I think that it's evolving in the right direction. The moment there's a ceasefire, we can immediately operate with the coalition of the willing on Ukrainian soil. So I think it's very important that we keep on supporting Ukraine, and that Ukraine knows that they can count on Europe. La position américaine, elle est quand même pas toujours très claire, parce que ce qui me dérange et ce qui dérange beaucoup de gens, je pense, c'est que les Américains se positionnent actuellement comme un médiateur, et Trump joue brillamment ce rôle, alors qu'en fait les Américains sont partie prenante de ce conflit. Et c'est ceux qui alimentent ce conflit, qui ont planifié ce conflit, qui soutiennent ce conflit. Ce conflit ne peut pas exister sans les Américains, même aujourd'hui et dans le passé. Donc, c'est ça qui est quand même aberrant quelque part. Disons, là, je vois quelque part en Trump, malheureusement, le manque de décision. Parce que il faut qu'il décide là. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Donc, il est un petit peu entraîné, on le voit, il est un petit peu entraîné par les événements, alors que le président américain a quand même
quand même pas mal de choses à dire, pas mal de pouvoir. Donc on sent que Trump, il a des bons instincts. Mais il est entouré évidemment de personnes, là je parle des Européens aussi, hein, qui constamment sont derrière lui, qui l'appellent, qui le tiraillent dans un sens et dans un autre. Lindsey Graham, qui prépare les sanctions avec en coordination avec Macron et les autres Européens. Vous avez Marco Rubio, qui n'est pas du tout aligné en réalité avec Trump, mais qui joue très très bien ses cartes. Il est plutôt aligné en fait avec Macron et se coordonne. Avec l'OTAN. Il l'a dit d'ailleurs, il est dans la coopération avec l'OTAN. Il l'a dit hier encore. Et vous avez aussi le général Kellogg, qui semble complètement dépassé par les événements. Il pense toujours qu'il est possible de geler le conflit le long du point de contact actuel. Et on se demande comment ça se fait que le général Kellogg soit encore là. Pourquoi est-ce qu'il passe toujours dans les médias? Pourquoi est-ce qu'il est toujours l'émissaire de Trump? On peut peut-être comprendre que Marco Rubio soit encore là, parce que c'est quand même pas toujours évident de se débarrasser d'un secrétaire d'État. Mais c'est un petit peu, je vois quand même Trump qui, comme j'ai dit, il a des bons réflexes, il a des réflexes de paix, mais il n'est pas suffisamment un décideur. En fait, il doit être un décideur. Il hésite beaucoup trop. Et je pense que il ne connaît pas forcément suffisamment les dossiers. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a passé 2 heures avec Poutine dans une conversation qui lui a permis d'un petit peu mieux comprendre. Évidemment, cette conversation a déçu, évidemment, a beaucoup déçu les Européens. On voit ensuite la réaction des Européens, parce que les Européens souhaitent un alignement des Américains sur des sanctions. Je ne sais pas ce qu'ils pensent que les sanctions vont faire, parce que ça va pas changer l'attitude des Russes et ça ne va pas, forcément, endommager l'économie russe, parce que l'économie russe, elle est déjà préparée et isolée à ce genre de choses. L'ultimatum, on met déjà des sanctions pour dire que ça n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce que fait Poutine, qui commence à bien connaître les Européens? Il dit, vous êtes des gens sérieux, vous n'êtes pas très sérieux. Et puis si on revenait à cette coalition des États volontaires, vous avez montré un tableau il y a quelques semaines, non, il y a la semaine dernière, sur les effectifs prêts à participer à cette coalition des volontaires. On voit la France, l'Angleterre et les 15 ou 18 États qui sont concernés. Rien, zéro. Comment voulez-vous qu'on soit crédible vis-à-vis de Vladimir Poutine? Il faut être sérieux. On n'est pas sérieux. Nous sommes des gens qui parlons beaucoup, qui faisons peu. Et Poutine a parfaitement analysé la situation de manière froide, cynique. De toute façon, c'est pas eux qui vont m'embêter. Donc je continue à faire ce que je veux. Et le seul État qui pourrait m'ennuyer, ce sont les États-Unis. Donc, il a un discours qui ménage les États-Unis, comme le fait Zelensky d'ailleurs. Il ménage relativement, mais enfin, oui. Alors, je dirais pas que c'était forcément un idiot. Néanmoins, la versatilité de Trump, même pour un Russe, ça doit un peu le troubler quand même, hein, et ça doit pas non plus le rassurer. Donc, à un moment donné, je pense que ce qu'a fait Vladimir Poutine et son entourage, c'est qu'on prend le lead. Et puis on voit qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Et s'il n'y a pas des mesures réelles, je dirais, de réassurance, des prises de position validées par des actes, effectivement le 17e train de sanctions, le 16e ayant été fait fin février, donc ça fait déjà 3 mois, peut-être qu'il y aura une action, mais pour l'instant c'est pas suffisant. Ils veulent sanctionner certaines économies certains pays qui consomment des hydrocarbures russes. Il va falloir s'attaquer, en plus de s'attaquer militairement et de perdre la guerre avec la Russie, il va falloir s'attaquer à la Chine, il va falloir s'attaquer à ces pays. Ils vont être balayés. Ils vont être balayés. Et en fait, la seule chose que peut faire l'Union européenne, c'est de s'en sanctionner elle-même, c'est-à-dire d'arrêter complètement les importations russes, parce qu'il y en a encore. Je pense que c'est à peu près 6% du gaz et du pétrole russe qui arrive vers l'Union européenne sous forme de méthanier, surtout. Et donc, ça augmenterait à nouveau le prix et donc le coût de l'industrie en Europe. Mais on dirait qu'ils sont sur une espèce de voie suicidaire, pratiquement. On comprend plus les Européens, les leaders européens, on ne les comprend plus. Starting talks between all the various factions involved. I think it's time to increase the pressure on Russia. You've dealt with President Putin over the years. You know what he's like. You just had the German defense minister say he's playing for time. Is it time
time to step up the pressure? Again, let's be thankful for the fact that the Americans are now taking this position, this leadership role. And I don't think it helps if I from NATO are giving this running commentary on every step in the process. But I think it's a good sign that that phone call took place last night. It is good and positive that the American president immediately followed up with a phone call with the Ukrainian president and European leaders, including the president of the European Commission. And let's take it from there. Thank you so much. See you later. Les ingérences, elles sont permanentes. D'ailleurs, la plupart, quand on vous parle de cyberattaques et de choses comme ça, quand vous faites l'analyse et que vous regardez l'analyse qui a été faite par des services compétents, pas Viginum, etc., qui sont finalement des perroquets qui répètent un petit peu ce qu'a dit Le Monde, Libération et autres, quand vous regardez les choses, vous apercevez que pratiquement toutes les cyberattaques qui ont été menées en Europe ont été, non pas par la Russie, mais ont été par l'Ukraine, ou par des Ukrainiens, disons ça comme ça plus exactement, des Polonais ou des pays de l'Est ou des pays baltiques, typiquement. Et il est très facile aujourd'hui, d'ailleurs, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais de nouveau, personne ne reprend ça, mais il est très facile, les Wikileaks avaient dévoilé un certain nombre d'outils, c'était il y a ça devait être en 2016-2017, un certain nombre d'outils de la CIA qui permet de falsifier, quand vous faites une attaque cyber, eh bien, vous avez exactement la même signature que si cette attaque avait été menée par l'Iran, par la Russie, par le Bélarus, etc. Donc, vous avez exactement les mêmes éléments, tous les éléments clavier, toutes les choses que vous avez qui font partie d'un logiciel qui permettent de détecter à peu près l'origine, que ce soit le time zone, enfin le fuseau horaire, que ce soit la nature du clavier, tout ça sont des éléments de signature que vous trouvez dans les cyberattaques. Et l'outil de la CIA permet de choisir au départ, eh bien, on va faire une attaque depuis l'Iran, et puis à partir de là, vous faites votre attaque tranquillement depuis Paris, mais tout va être articulé comme si c'était une attaque qui venait de quelque part en Iran, par exemple, ou de Russie, voilà, oui, ou de Chine. Hein. Oui, oui. Et le logiciel, d'ailleurs, est fait pour, je dis en Iran, parce que le logiciel qui a été, ou les logiciels qui ont été mis en évidence, c'est des logiciels qui font état d'attaques en farsi, en russe, en chinois, en bélarus. Voilà, donc on est pratiquement sur les pays qui nous entourent et qu'on cherche de se faire comme ennemis. Donc il faut être extrêmement prudent quand on parle des attaques. On a vu, par exemple, les attaques contre les hôpitaux, ça a été évoqué à plusieurs reprises par Emmanuel Macron, y compris dans son discours du 5 mars. Or, même les enquêtes d'Europol ont montré que, en réalité, c'était des attaques qui venaient d'Ukraine et de Pologne. Donc, des attaques sous faux drapeau, oui. On est exactement... Et en réalité, nos services de renseignement participent à ça. Tout à fait, d'accord. C'est ça que... Donc, nos services de renseignement nous attaquent aussi pour faire partir... Pour, si vous voulez, faire porter le chapeau à la Russie, puisque c'est l'ennemi du jour. Nous avons publié plus récemment « Ukraine, la guerre des images ». J'ai fondé un collectif, Test Media International, qui analyse la couverture de la guerre et montre avec beaucoup d'images comment l'opinion publique a été manipulée. C'est un peu difficile à montrer comme ça, je peux vous envoyer des images si vous voulez, mais nous montrons les images qui manipulent. Puis nous analysons ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été montré, les images qu'ils ont refusé de publier, et aussi les manipulations derrière, par exemple Butcha et ce genre de choses. Le ministère chinois du Commerce a qualifié la tentative des États-Unis d'interdire à l'échelle mondiale les puces informatiques avancées chinoises de mouvements typiques d'intimidation unilatérale et de protectionnisme. Le porte-parole a également déclaré que l'action des États-Unis compromettait gravement la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs et privait les autres pays de leur droit de développer des technologies avancées telles que l'IA et l'informatique à haute performance. La Chine demande instamment aux États-Unis de corriger immédiatement leurs pratiques erronées. La Chine suivra de près la mise en œuvre des mesures américaines et prendra des mesures fermes pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes. Bonjour Stéphane. Salut Mario.
Drôle de situation, en fait, drôle de hasard, si c'en est un. Au moment où sort un livre, un livre qui sort sur la santé de Joe Biden, mais l'an dernier, donc les derniers mois au pouvoir, la prise de décision là, qu'il devait se représenter, là, le printemps passé, l'hiver passé, je remonte il y a un an et demi passé, qui devrait se représenter pour un nouveau mandat. Il y a un livre qui sort et qui dit il y a du monde autour de lui qui le voyait là, dépérir, perdre ses capacités, puis qui essayait de le renchausser artificiellement pour qu'il puisse affronter Trump au mois de novembre. Mais au moment où le livre sort, là, on apprend que M. Biden est physiquement malade d'un cancer assez sévère. Là. Au point où ça peut être même mêlant pour le public de voir les deux nouvelles en parallèle. Là. Oui, alors peut-être que ce n'est pas un hasard. Si des gens ont pu choisir de maintenir en place un homme qui en perdait des bouts, qui avait d'un point de vue cognitif des ratés importants, parce que c'est une des théories qui sont portées dans ce livre, Original Sin, le péché originel, qui sort aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'accéder à des fragments et même quelques bouts de chapitres complets, même s'il y avait un embargo, grâce à quelques bons amis contacts qui m'ont permis de lire, d'autant que c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'en ai beaucoup parlé et parce que j'étais en porte-à-faux. Et j'étais, moi, en porte-à-faux pendant le long mois avec la profession, disant il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a de quoi de foquer au royaume de la Maison-Blanche. Et évidemment, on était systématiquement classé dans le cas des conspirationnistes victimes de la propagande, de la manipulation étrangère qui, à distance, travaillaient pour faire élire Donald Trump. Or, ça n'a strictement rien à faire. On peut constater une chose et ne pas souhaiter une autre. Et comme tu le dis, il y a aujourd'hui deux faits concomitant à la sortie du livre, puis depuis dimanche, l'annonce d'un cancer fulgurant de la prostate pour M. Biden. Alors évidemment, dans les circonstances, on ne peut qu'être dans l'empathie, souhaiter le meilleur au principal intéressé et à sa famille. Mais je reviens à ce que je te disais, s'il a été entouré de gens qui ont manipulé l'information, menti au Parti démocrate, menti aux Américains, menti aux électeurs de Joe Biden, fait en sorte que à distance, l'autorité soit assumée au plus haut sommet, mais pas nécessairement toujours par M. Biden, est-ce que ces mêmes personnes pourraient choisir de sortir de l'information sur la santé de M. Biden quelques heures, quelques jours avant qu'une information encore plus dommageable, parce que conséquente politiquement et démocratiquement, est-ce qu'on peut choisir donc d'annoncer ce diagnostic pour peut-être faire de l'ombre? C'est l'impact que ça a eu certainement dans la journée, fin de journée dimanche et lundi. Aujourd'hui, le livre sort et c'est un vrai sujet. Alors, j'ai aucune opinion, sinon que de ne pas soulever la concomitance des deux événements serait un manque, je pense, de rigueur dans les circonstances. Parce que la première question, celle qui est la plus importante, c'est combien de temps Joe Biden a été au pouvoir à la Maison-Blanche avec les éléments puissants qui sont entre ses mains, à commencer par le bouton nucléaire, s'il n'était pas parfaitement présent cognitivement. Je te dirais, alors je ne peux pas prendre à témoin ce que j'ai vécu depuis de nombreuses années, mais c'était, je crois, apparent pour tous ceux qui étaient un tant soit peu allumés. En 2020, pendant la campagne, celle qui va faire en sorte d'abord qu'il va être sacré candidat du Parti démocrate et ensuite président des États-Unis, mon impression, c'est pas un diagnostic, je ne suis pas gérontologue, je ne suis pas neurologue, évidemment, et on dit, si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas émettre d'opinion. Il se trouve que quand on est journaliste et commentateur, on émet des opinions sur plein de choses, y compris la couleur des chaussettes de Justin Trudeau, même si on n'est pas des spécialistes de la mode. Alors, tu me diras, c'est quoi le rapport? C'est que le spectre de nos préoccupations est large et jamais je n'ai pensé avoir les outils diagnostiques, d'autant qu'aux États-Unis, il est interdit, même pour un psychiatre, d'émettre un diagnostic si on n'a pas rencontré le principal intéressé. Et je parle en particulier de politique, et ça remonte à une campagne très ancienne où des gens avaient jugé Barry Goldwater fou, sans pour autant qu'on l'ait jamais rencontré. Il était candidat du Parti républicain, un peu comme en 2016, on disait de Donald Trump qu'il était fou. Et dans les années qui ont suivi, d'ailleurs, on a souvent demandé pourquoi le cabinet ne se saisit pas du 25e amendement qui permet, quand une majorité des membres du cabinet et le vice-président ensemble voient qu'il y a un problème avec le président, de le destituer temporairement ou de façon permanente. La question avait été posée, puis évidemment, on ne peut pas faire ce genre de diagnostic, sinon qu'en 2020, pendant la campagne,
j'avais dit avant qu'il ne soit sacré le candidat du Parti démocrate, je ne pense pas que Joe Biden ne sera l'homme des démocrates parce qu'il y a des problèmes, il y a des enjeux. On le voit, on l'entend. Je ne sais pas si j'avais parlé de problèmes cognitifs, mais j'avais dit, je pense qu'il n'est pas assez sharp d'une manière ou d'une autre. Et je n'étais pas le seul. Ça a été oublié. Ses adversaires politiques, Cory Booker, dans un débat avec M. Biden, avait dit, Joe, tu viens de dire le contraire de ce que tu nous disais il y a quelques minutes et c'était pas un tabou. Ce l'est ensuite devenu. Puis il faut comprendre, alors je ne dis pas qu'il était en 2020 aux abonnés absents complètement. D'ailleurs, je ne le sais pas et personne ne pourra jamais avec certitude avoir une idée parce que à ce jour, on a toujours dit que l'entourage refusait de faire passer des tests cognitifs au président et avant ça au candidat Biden pour la simple et bonne raison que s'il n'y a pas de test, tu ne les caches pas davantage. Et quand on lit le livre Original Sin, on découvre d'abord que son entourage avait paré à tout, avait créé les éléments pour le sortir au moment opportun, que ça se passait beaucoup entre 10h et 16h, 10h le matin et 16h, quand il était optimal. Quand il y a de la lumière du jour, on sait, alors je laisserai là aussi les gérontologues se prononcer, mais quand on sait que les personnes qui commencent à être sur le déclin sont à leur meilleur, Original Sin, c'est l'exploration d'une question fondamentale, et je fais très attention aux mots, mais est-ce qu'il y a eu d'une certaine manière un coup d'État? Est-ce qu'on a remplacé le personnage qui a été élu par un entourage qui, en lieu et place du président, prenait des décisions? Il y a quelques semaines, Donald Trump posait une question qui a créé beaucoup de controverses quand on a appris que des documents nombreux avaient été signés avec le stylo automatique, c'est-à-dire que ce n'était pas la main du président Trump. Alors on dit c'est normal, il ne peut pas signer chacune des lettres. Excuse-moi, Biden. Tu vois, un moment senior, peut-être que je suis moi-même en train de m'exposer à mes défaillances cognitives. Mais donc, Trump dit, on découvre qu'il y a des documents nombreux qui ont été signés par ce petit bras, par le stylo automatique. Alors, réponse, c'est normal, le président en titre ne peut pas signer tout ce qui passe sur son bureau. Ceci étant dit, il y a un paquet de documents, officiels pour lesquels tu souhaites que ça soit la signature parce que tu veux que le président ait vu ce qu'il signe. La différence entre une carte de Noël, mettons, puis des documents, un projet de loi, c'est ça. Un décret ou autre chose. Alors, ce qu'on découvre, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que c'est proportionnel justement à ce qu'il n'était pas toujours capable de faire et qui décidait qu'il signait? Est-ce qu'il savait ce qui se passait? Il y a quelques minutes, je suis retourné en arrière pour voir ce que disait le New York Times le 21 juin 2024. Il y a un peu 6 jours avant le débat fatidique. Exactement. Et qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il revient à ce moment-là des célébrations du débarquement en Normandie. Il y avait eu des images parmi celles dont tu parlais peut-être tout à l'heure, auxquelles tu te référais, assez accablantes. Un homme qui semblait désorienté. Tu savais plus, il partait à gauche, partait à droite. Sa femme qu'il prend par la main pour le mener au cimetière. Tu as l'impression qu'il y a des cues qui lui sont donnés à l'oreille, comme un peu à, je ne dirais pas une marionnette, parce que je veux pas penser qu'il en était, mais néanmoins. Et qu'est-ce que dit le New York Times? C'est odieux. Il y a une campagne qui est organisée. Alors, on dit, c'est pas des deepfakes, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est des images trompeuses, montées de telle façon qu'elles font dire quelque chose qui n'est pas la réalité. Or, c'était la réalité. Et je reviens donc à cette idée depuis longtemps de poser les questions, c'était inévitablement d'être le sujet de manipulation, l'objet de manipulation, de propagande, de machines de propagande étrangères peut-être malveillantes qui cherchaient, elles, à faire élire Donald Trump. A Biden spokesperson tells me that former President Joe Biden, his last known PSA, which is a screening that could be used for prostate cancer, was conducted in 2014 and that he was never diagnosed with cancer before the Friday diagnosis that was handed from his doctors. Now, to give you a bit of a background, the PSA test checks the blood for levels of a protein called prostate-specific antigen that might indicate the presence of prostate cancer. Many medical associations say that whether to have this test is something that's usually determined between a patient and their doctor, and independent experts who have reviewed some screening studies for the U.S. Preventive Services Task Force recommend against screening for prostate cancer for men 70 and older. So in 2014, Biden would have been in that 71, 72 age range. Now, this new disclosure from Biden's spokesperson comes as
as President Donald Trump and some of his allies have questioned why Biden's cancer diagnosis was not revealed earlier. On Friday, Biden received that diagnosis of prostate cancer, which has spread to his bones. His office disclosed that on Sunday, and now they are providing a bit more background into what some of his previous screening has been like, saying that that last PSA, the last known PSA, was in 2014 when he was vice president. All right. Arlette, stay with us. I want to discuss this with our panel. Jamie Gangel, we're getting this news in it. It was 2014, the last time he was tested. And yes, there are these medical guidelines recommended against testing age 70 and up, but he was president of the United States. I find it very surprising. I think a lot. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la Chine saluait et soutenait le Pakistan et l'Inde dans la gestion de leurs différends à travers le dialogue, alors qu'ils visent à atteindre un cessez-le-feu global et durable et à rechercher des solutions fondamentales. Wang Yi a fait ses remarques lors de ses entretiens avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar. M. Wang estime que cette démarche est conforme aux intérêts fondamentaux et à long terme des deux parties. Wang Yi a ajouté que la Chine soutiendrait toujours le Pakistan dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale. M. Dar a évoqué la situation actuelle à la suite de l'accord de cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde, ainsi que les considérations du Pakistan. Il a déclaré que le Pakistan était prêt à maintenir le dialogue avec l'Inde afin d'apaiser la situation. If you look at the history of the region, when Syria is unstable, the region becomes unstable. And this has certainly been true after the Arab Spring led to the Assad rebellion against Assad, and that really destabilized the entire region. And then it turned Syria, frankly, into a playground for jihadist groups, including ISIS and others that used it to operate and to destabilize their partners. So you have this change in December. And my view, which I've discussed with many of you individually, is the bad news is that the transitional authority figures, they didn't pass their background check with the FBI. Okay? They've got a tough history and one that we understand. But on the flip side of it is, if we engage them, it may work out, it may not work out. If we did not engage them, it was guaranteed to not work out. In fact, it is our assessment that, frankly, the transitional authority, given the challenges they're facing, are maybe weeks, not many months, away from potential collapse and a full-scale civil war of epic proportions, basically the country splitting up. The good news is that there is a Syrian national identity. It is one of the places in the Middle East where Alawis and Druze and Christians and Sunni and Shia have lived along, and Kurds have lived alongside each other underneath the banner of a Syrian identity until it was broken by a butcher, Assad, who pitted them against each other. So they face a number of challenges. Особое беспокойство вызывает ситуация в ближневосточном регионе, в частности в Сирии, где группировки радикальных боевиков устраивают самые настоящие этнические чистки, массовые убийства людей по национальному и религиозному признаку. Поразительно, с какой легкостью на Западе не замечают многие преступления в самых разных частях света, если эти преступления не мешают Западу продвигать свою глобальную повестку в целях цепляться за ускользающее доминирование и пытаться по-прежнему жить за счет других. Et puis plus récemment, avec la même équipe, nous avons publié 7 octobre, Enquête sur un jour qui a changé le monde. Investigation about a day that changed the world. You could say it's the book about the fake news. On pourrait dire que c'est le livre sur les fausses informations. Des bébés décapités, des femmes violées, des personnes tuées en masse parce qu'elles étaient juives, et d'autres choses de ce genre, ainsi que ce qui a été caché à propos du 7 octobre. Je fais ce travail parce que je pense que la guerre est une tragédie, comme nous le voyons aujourd'hui à Gaza et ailleurs. Les gens dans le monde détestent la guerre. Ils détestent que des personnes souffrent, que des femmes et des enfants soient tués à cause de la guerre. Et bien sûr, si l'élite veut que les gens ordinaires acceptent la guerre, elle doit la vendre pour une bonne raison, un bon objectif. J'ai fait une synthèse de mon enquête dans ce que j'appelle les 5 principes de la propagande de guerre. Je veux dire, si vous êtes le président des États-Unis, ou de la France, ou des personnes de ce genre, vous ne direz peut-être pas
J'attaque ce pays à cause du pétrole, du gaz, de l'uranium, des ressources, de la position stratégique ou parce que ce gouvernement ne me plaît pas et que je veux le renverser. Il faut toujours donner une bonne raison, noble. Nous nous battons. Nous sommes les gentils. Donc nous nous battons pour la démocratie, pour les droits des femmes, contre le terrorisme. C'est une très très bonne façon de vendre une guerre. Ou les armes de destruction massive. Et ce genre de choses. Toujours. La plus grande manifestation depuis 20 ans aux Pays-Bas, selon les organisateurs. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées dimanche à La Haye pour exhorter le gouvernement néerlandais à prendre des mesures contre Israël, afin de mettre un terme à ce que les manifestants qualifient de génocide dans la bande de Gaza. Les participants vêtus de rouge ont parcouru une boucle de 5 km autour du centre-ville de La Haye, afin de créer symboliquement une ligne rouge, comme celle qu'ils accusent le gouvernement de franchir en soutenant Israël. Het feit dat Schoof heeft gezegd dat geen rode lijn is, terwijl er echt oorlogsmisdaden worden gepleegd vlak in de buurt, dat is voor mij voldoende reden om hier te staan. Ja, ik heb nog nooit gedemonstreerd, het is de eerste keer. In uw leven? In mijn leven. En waarom nu wel? Ja, nou ja, omdat ik het vreselijk vind. Iedereen kan zien wat er allemaal gebeurt, via alle media, via de televisie, lezen. En de regering doet gewoon helemaal niks. La marche est passée devant le palais de la paix, où les juges de la Cour internationale de justice ont ordonné l'an dernier aux autorités israéliennes de faire tout leur possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide à Gaza. Disons que le moins qu'on puisse dire, c'est que le comportement de Georges Simeon au cours des derniers jours, et même on pourrait dire semaines, mais surtout des derniers jours, est pour le moins chaotique. Il a passé toute la journée, donc du dimanche dernier, le dimanche du scrutin, à hurler à la fraude. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a eu aucune forme de fraude. La fraude électorale en Roumanie, et pas qu'en Roumanie, est un phénomène en fait endémique, parce qu'il existe des incitations structurelles, si vous voulez, pour les maires notamment de communes rurales, etc., de faire voter surtout leurs pauvres, leurs assistés sociaux, tout ça. Donc, je suis pas en train de vous dire que c'est la Suisse et que bon, d'accord. Il y a de la fraude, il y en a sûrement eu. Simeon, pendant toute la journée du vote, a surjoué ça. Il parlait de centaines de milliers bon. Alors ici, il me semble. Modeste, pardon, excusez-moi, si je peux juste rajouter quelques éléments, parce que du coup, je l'ai interviewé moi-même pour aller dans votre sens vers 15h, et je lui dis, mais alors, vous avez parlé ce matin en conférence de presse de fraude et de vote venu de Moldavie en masse et de fraude de morts qui votaient. C'est ce qui. Je lui dis, mais est-ce que vous avez des éléments concrets? Est-ce que vous avez des preuves? Et il me disait, à l'heure qu'il est, non. Donc en fait, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire il parle de fraude, Alors peut-être qu'en effet, il craignait cette fraude, je sais pas, mais en tout cas, à l'heure de l'interview, il n'avait pas d'éléments concrets sur cette fraude. Il y a en effet cette accusation de fraude, mais finalement, pour le moment, fraude concrète, c'est-à-dire bourrage des urnes, que ce soit des arrivages de Moldavie, mais je le rappelle, en fait, la moitié des Moldaves ont un passeport roumain et donc ont le droit de voter. Bon, ils ont été fortement appelés par leur propre présidente à voter contre Georges Simeon, mais bon, ça, encore une fois, c'est de l'influence, c'est pas du bourrage des urnes direct. Donc c'est pas ce qu'on appelle la fraude aux urnes. Deuxième chose qui était évoquée dans les fraudes, c'était c'était quoi déjà l'autre fraude qu'il avait donné? Les morts. Bon, ça pour le moment il avait pas d'éléments concrets. En tout cas nous aux dernières nouvelles quand on l'interrogeait là-dessus. Et ensuite, oui, vient la deuxième question, celle de l'influence ou de l'ingérence. Jusqu'où ça va en effet? Et à quel moment l'ingérence peut remettre en question une élection. Et ça, bon, c'est quand même un peu le jeu qu'on entend, mais qu'on a même pu entendre aux États-Unis quand on a parlé d'ingérence russe dans l'élection. Mais finalement, pareil, il n'y avait rien au dossier dans l'élection de Donald Trump. Là, ça a été, vous l'avez dit, une première fois cité pour évincer Călin Georgescu. Et finalement, on s'est rendu compte que, Viginum a lui-même rendu comme bilan qu'il n'y avait rien sur l'accusation d'ingérence russe. En revanche, il y avait bien un parti, le parti du centre-droit, qui avait financé pour 300 000 € TikTok pour faire monter la campagne de Georgescu. Donc tout ça, bon. Ouais. Mais à quel point cette influence ou cette ingérence, en effet, peut remettre en question une élection, c'est aussi une question. Le candidat nationaliste Georges Simeon demande l'annulation de l'élection présidentielle après avoir été battu dimanche. Il dénonce sur X des ingérences extérieures selon ses termes, notamment de la France et de la Moldavie.
D'abord, Pavel Durov, donc le patron de Telegram, publie un premier tweet, un premier tweet le 18 mai à 17h30. Il dit: un gouvernement d'Europe occidentale, devinez lequel, avec une petite baguette de pain, a contacté Telegram pour nous demander de faire taire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections présidentielles d'aujourd'hui. J'ai catégoriquement refusé. Telegram ne restreindra pas les libertés des utilisateurs roumains ni ne bloquera leur chaîne politique. À cet élément de Pavel Durov, évidemment, l'Élysée dément, mais lui va un peu plus loin à 21h30 le même jour. Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Nous n'avons pas bloqué les manifestations en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. Voilà. Et puis, derrière, on a Georges Simion qui, donc, le lundi, demande à la Cour constitutionnelle d'annuler les élections présidentielles et il cite des sujets d'interférence par les États et notamment, évidemment, fait référence à ces accusations de Pavel Durov. À cela, Pavel Durov retweet: je suis prêt à venir et à témoigner si cela aide la démocratie roumaine. Bon, cette question d'ailleurs a été posée au Parlement européen à Nathalie Loiseau par Virginie Geron, la députée européenne, et je vous propose d'écouter la réponse de Nathalie Loiseau avant de vous donner la parole. Je voudrais apporter un complément d'information factuelle à la question qu'a soulevée Madame Geron sur les déclarations du patron de Telegram ce week-end. Ce sont des affirmations de Pavel Durov. Nous ne savons pas si ce sont des faits avérés. Il n'a apporté aucun élément de preuve concernant ces affirmations qui sont sérieuses et qui ne peuvent pas être lancées par quelqu'un qui, par ailleurs, a maille à partir avec la justice, sans apporter des éléments probants pour les soutenir. Je voulais simplement que l'on évite de considérer que parce que quelqu'un a utilisé la plateforme dont il est le patron pour lancer des affirmations, c'est au reste des démocraties européennes de faire la preuve qu'elles n'ont pas agi de la manière dont il les accuse. C'est à lui de faire la preuve de ce qu'il avance. Et Loiseau, elle a raison dans un sens, parce que vous pouvez pas, évidemment, c'est une affirmation, c'est une allégation, qui est sans doute, qui a un poids dans la mesure où c'est l'acteur qui est directement concerné qui le dit, mais c'est vrai qu'il a un petit passif avec le gouvernement français, par conséquent, on peut aussi imaginer qu'il y ait des éléments de revanche là-dedans. C'est possible. Toujours est-il que le problème avec des personnes comme Nathalie Loiseau, c'est que quand il s'agit de faire des sanctions contre la Russie, alors ils ne s'embarrassent pas tellement de savoir si on vérifie les faits ou pas. Oui. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Cette espèce de justice ou pas de justice, mais de politique qui fonctionne à deux vitesses. Quand il s'agit de la Russie, alors n'importe quelle allégation, même la plus stupide, y compris, je vous rappelle qu'on a pris des sanctions contre la Russie sur l'affaire Nord Stream. Alors qu'aujourd'hui, on accuse plutôt l'Ukraine, vrai ou pas, de nouveau, c'est à démontrer, mais on accuse l'Ukraine de l'avoir fait. Donc on a placé des sanctions qu'on n'a pas enlevées d'ailleurs sur la Russie à cause de l'affaire Nord Stream qui en fait aurait été faite par l'Ukraine. Donc vous voyez, on est dans cette espèce d'incohérence qu'on a en Europe sur la gestion des affaires politiques, de la politique étrangère d'une manière générale, qui est finalement dictée uniquement par une seule idée: il faut nuire à la Russie, point barre. Et c'est un peu dans ce contexte que s'inscrit finalement ce qu'on observe en Roumanie. Alors, il est vrai que entre fraude et influence, il y a des choses qui sont très différentes, mais la finalité est la même. Bien sûr. Et c'est là où le bas blesse, si vous voulez. C'est-à-dire que
si vous vous rappelez le discours des Occidentaux en 2022-2023, notamment lorsque la Suède et la Finlande ont demandé leur adhésion à l'OTAN, c'est que l'offensive russe a consolidé le camp occidental, l'OTAN est plus fort, l'Union européenne est plus forte, on est tous ensemble, lutter contre la Russie, etc. Et aujourd'hui, vous apercevez que on n'a plus du tout un Occident qui est solidifié ou renforcé ou consolidé. Il est au contraire fracturé. Il est partagé entre des approches différentes déjà du conflit, mais aussi pas seulement des approches différentes du conflit, mais aussi des approches différentes de la manière dont on doit traiter ce conflit. Oui. Alors, je passe sur le fait que vous avez évidemment la Hongrie et la Slovaquie qui sont un peu les moutons noirs de l'Union européenne et pour lequel d'ailleurs maintenant l'Union européenne étudie des procédures juridiques pour contourner le vote éventuellement négatif de la Hongrie et de la Slovaquie en matière de sanctions. Donc, on voit bien que l'Union européenne aujourd'hui essaye d'adapter ses mécanismes juridiques pour contourner les voies discordantes. Oui. Et puis, on peut parler, quand on parle de l'OTAN, on s'aperçoit que la Finlande est en train de se mordre les doigts d'avoir demandé son adhésion à l'OTAN. Elle s'aperçoit aujourd'hui avec stupeur qu'après avoir demandé l'adhésion à l'OTAN et accepté que les Américains placent des bases sur le territoire, elle constate que les Russes construisent des bases de l'autre côté de la frontière. Donc, ils s'aperçoivent que leur sécurité ne s'est pas du tout améliorée. C'est quelque chose que j'avais déjà décrit dans mon ouvrage Opération Z, qui est paru à la fin 2022. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais on voit que les dirigeants européens ont l'incapacité de projeter dans le futur les décisions ou les émotions qu'ils ont, puisqu'il n'y a même pas de réflexion dans la décision. Oui. Merci Madame la Présidente et merci aux experts pour leur intervention. Je voudrais d'abord commencer par des propos liminaires, j'espère hors micro. Nous sommes dans des auditions qui sont importantes et utiles à tous et j'aimerais, comme à nous on nous le demande, députés européens, pour des raisons de transparence, à chaque fois quand on prend des dossiers, de déclarer qu'on n'a pas de conflit d'intérêts. Je remarque que ce think tank américain, qui se dit indépendant, touche des subventions de la Commission européenne. Donc j'aimerais bien qu'avant de commencer des auditions, il serait utile de rappeler qui paye quoi et comment. C'est utile pour nous tous, pour effectivement qu'on ait des débats sereins. Je rappelle que la Commission donc, a versé plus de 2,2 millions d'euros à ce think tank en 2023. Pour les questions, donc, je vais commencer par Madame Havlicek, qui nous a donc dit qu'il y avait des acteurs mal intentionnés et des listes d'États autoritaires. Il serait utile, pour des raisons aussi de transparence, que nous ayons accès à toutes ces données pour que nous puissions faire effectivement le point de savoir comment sont faites ces études, quelles sont ces listes, sur quels critères il se base pour dire que quelqu'un est mal intentionné et aussi comment on définit concrètement qu'est-ce que c'est un État autoritaire. Concernant le débat effectivement actuel sur Telegram, et là je m'adresse à M. Fedorovitch, vous avez bien vu tous ce week-end que vous avez eu des propos de Pavel Durov qui a annoncé que l'État français avait mis sous pression ce PDG de Telegram pour en tout cas contraindre tous les comptes patriotes en Roumanie pour qu'ils ne puissent plus exercer leur propre formation. Donc je vous retourne la question. Si Telegram avait accepté de supprimer tous ces comptes patriotes, comment vous auriez pu identifier ces tendances et si ces manipulations auraient pu finalement avoir un impact sur les résultats des élections en Roumanie? Je vous remercie. La France veut s'impliquer en Roumanie, elle a déjà prépositionné des troupes en Roumanie. Donc il y a une espèce de, de lien, pas de lien, mais il y a toujours eu des liens d'ailleurs entre la France et la Roumanie. Hein. Je rappelle que quand le régime de Ceausescu est tombé, il y a eu déjà les dirigeants roumains avaient des liens assez étroits avec la France. Donc la France a toujours été assez présente dans cette partie du monde. C'est aussi un pays de langue latine, etc. Donc il y a des liens historiques qui existent. Donc ça n'est pas surprenant. Mais ça s'est évidemment renforcé avec la possibilité ou l'éventualité d'un déploiement de troupes françaises sur le territoire ukrainien
et la Roumanie a servi de zone de prépositionnement. Et puis, cette fonction de bastion avancé, pas simplement militaire, elle est aussi géopolitique, elle est pas seulement ni militaire ni seulement géostratégique, elle est aussi géopolitique. Et par conséquent, il y a un intérêt sans doute pour que le gouvernement roumain ne bascule pas dans quelque chose qui soit totalement opposé à une intervention en Ukraine. Je vous rappelle que la raison principale pour laquelle la Hongrie, par exemple, est, disons, hostile à l'augmentation des sanctions contre la Russie et puis n'a pas beaucoup de liens d'amitié avec la Roumanie, c'est à cause, avec l'Ukraine, pardon, c'est à cause des minorités hongroises qui sont en Ukraine. Et les Roumains ont également des minorités qui sont en Ukraine et qui sont maltraitées aussi. Elles sont moins nombreuses, elles sont moins importantes, politiquement moins importantes aussi. Mais enfin, néanmoins, elles existent et beaucoup d'ailleurs les évoquent souvent. Ça fait moins de vagues politiques que les minorités hongroises, puisque Orbán a appelé le Conseil des droits de l'homme à plusieurs reprises sur cette question-là, bien avant le conflit d'ailleurs de 2022. Donc, on est sur ces minorités établissent ce lien avec l'Ukraine, mais aussi pourrait être la pomme de discorde avec l'Ukraine. Ouais. Par conséquent, c'est un pays qui est à la fois bastion avancé de l'Occident, mais qui à la fois pourrait, disons que quelqu'un comme Georgescu pourrait assez bien, d'ailleurs il l'avait évoqué lui-même, cette question-là, il pourrait lui-même faire basculer l'Ukraine dans le camp adverse, si j'ose dire ça comme ça. Oui. Donc ça, quand même, la Roumanie a un rôle important dans cette histoire. Maintenant, quant à savoir si cette ingérence pourrait justifier une annulation des élections, bon, là, on est dans un domaine juridique que je ne suis pas en mesure d'analyser avec précision parce que je ne suis pas un spécialiste ni de la politique intérieure roumaine, ni du système juridique et a fortiori du système constitutionnel roumain. Oui. Néanmoins, on s'est aperçu déjà au mois de décembre. Oui. Je crois que M. Schwartz avait évoqué tout à l'heure, mais au mois de décembre, l'administration fiscale roumaine avait établi qu'il y avait eu une manipulation des votes à travers TikTok par le Parti national libéral, c'est-à-dire, si vous voulez, une sorte d'opération sous faux drapeau menée par le parti qui était opposé à Georgescu, et de façon à lui faire... à diviser le camp de la droite, en fait. Diviser le camp de la droite, exactement. Et là, donc Nicolas Lerner est accusé par Pavel Durov, le directeur de renseignement français, de lui avoir demandé de censurer les voix conservatrices en Roumanie. Ce qui a été démenti, d'ailleurs, je le précise, par le service des renseignements français. Alors, comment vous prenez-vous la chose? Vous n'avez peut-être pas l'information en interne, je ne sais pas, ça vous peut-être nous le dire, mais en tout cas, est-ce que ce sont des méthodes qui sont classiques du renseignement français que en tout cas d'être missionné pour limiter le discours d'une personne qui pourrait être considérée comme dérangeante pour le gouvernement? Ça montre un petit peu le désarroi aussi des services de renseignement occidentaux. Moi, je l'ai travaillé avec tous les services occidentaux, littéralement avec tous. Et c'est des services que je connaissais bien, mais qui aujourd'hui me montrent pas du tout la même image que celle que nous avions il y a 30 ans, par exemple. C'est des services qui se sont avérés, d'ailleurs, on voit très bien, on peut le voir dans les décisions qui sont prises, puisque on peut s'imaginer que si un État fonctionne correctement, les décisions qui sont prises sont basées sur les analyses faites par les services de renseignement. Par ailleurs, ces services de renseignement, certains d'entre eux en tout cas, publient des rapports annuels ou sur la situation en général. Donc on sait à peu près leur analyse, peut-être pas sur chaque fait individuel, mais leur analyse générale sur la situation. Et ce qu'on constate, c'est que, et c'est valable pour la France, en particulier la France, mais pas seulement, c'est que les services occidentaux ont perdu leur capacité analytique. Totalement perdu. Et que la tentation est grande quand vous n'arrivez pas
a expliqué la situation, eh bien, la tentation est grande d'influencer la situation pour qu'elle colle à l'image que vous avez, si vous voulez. Donc, traditionnellement, les services de renseignement, d'ailleurs, c'est la fonction centrale du renseignement, c'est de présenter aux décideurs une image de la situation. Précise, oui. Avec les leviers, les tout petits leviers. Possible, ouais. Disons, une image qui permette de prendre des décisions. C'est ça, la fonction du renseignement, c'est ça, c'est dire, voilà, la situation, elle est comme ça, qu'elle vous plaise pas, qu'elle soit bleue, verte, peu importe, elle est comme ça. Et la décision, elle doit s'articuler autour de cette image. Or, aujourd'hui, et depuis de quelques années, on est exactement le processus inverse. Et c'est typique en France, d'ailleurs. En France, on est exactement dans cette situation où on est incapable de définir les contours précis de l'image et on a tendance à influencer le paysage pour qu'il colle avec la situation. C'est ce qui s'est fait à propos de la Syrie concernant le terrorisme. Et c'est d'ailleurs en grande partie ce qui explique les déboires de la France en Afrique du Nord, en Syrie, en Libye, partout. C'est l'incapacité de comprendre la situation, l'incapacité de comprendre les conséquences de ce qu'on fait, parce qu'on est toujours dans un regard biaisé de la situation. Puis vous avez des gens qui viennent façonner derrière avec des acteurs. Ça peut être de l'influence, comme dans le cas des élections roumaines, ça peut être d'autres situations qui influencent le jeu de façon à ce que la situation colle avec l'image qu'on a, si je peux dire ça comme ça. Et c'est d'ailleurs quand vous regardez les décisions qui ont été prises, aujourd'hui, on a encore aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de ce rapprochement qu'essaye de faire Trump avec la Russie, qu'il essaye d'avoir un dialogue parce qu'il essaye de clore le dossier ukrainien. On ne va pas discuter de sa manière de stratégie, mais il essaye de le faire. Et on voit que les Européens essayent de faire ce combat d'arrière-garde qui reste basé sur ce qu'on appelle le narratif. Mais le narratif, c'est rien d'autre qu'un façonnage de la réalité pour qu'il corresponde à la situation qui s'adapte à nos décisions, si vous voulez. Enfin, qui devrait s'adapter, mais qui... Oui. Qui devrait, c'est-à-dire que la décision, elle n'est pas basée sur la situation réelle, mais elle est basée sur la situation qu'on a imaginée. Sur notre narratif, finalement, pour reprendre. Comme narratif, en d'autres termes. C'était un peu le défaut, il me semble, avant des Américains, et finalement, on rétrograde nos services d'information ou de... Tout à fait, tout à fait. C'est pas tout à fait vrai. On a beaucoup de partis pris en France, notamment sur les services américains. Vous l'avez dit en entrée, je les connais assez bien, tous, enfin pas tous, non, mais une grande partie d'entre eux, pour avoir travaillé avec eux. Vous apercevez que vous avez beaucoup de gens, par exemple, si vous prenez les affaires de l'Irak et des armes de destruction massive. Voilà, je pensais à ce genre d'éléments. Eh bien, vous voyez, c'est une grande erreur qu'on a en France. La CIA a toujours dit que c'était faux. Oui, et ça, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'invasion américaine, le directeur de CIA a démissionné. Ouais.
Le Sénat américain a approuvé la nomination de Charles Kushner au poste d'ambassadeur des États-Unis en France. Le promoteur immobilier âgé de 70 ans est le père de Jared Kushner, gendre et ancien conseiller à la Maison-Blanche de Donald Trump. Qualifié de formidable chef d'entreprise, philanthrope et faiseur d'affaires par ce dernier, Charles Kushner a bénéficié en décembre 2020 d'une grâce présidentielle après avoir été condamné pour évasion fiscale et subordination de témoins en 2005. Lors de son audition au Sénat, il s'est engagé à encourager les investissements français dans le secteur américain de la défense et à œuvrer en faveur d'un rapprochement stratégique entre Paris et Washington. Sa nomination intervient à un moment délicat pour les relations franco-américaines en raison des tensions suscitées par la politique douanière de Donald Trump et de la posture américaine dans le conflit ukrainien. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.